Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde qui aura pour thème des majors à la creator economy, l'émergence de nouveaux créatifs. Avant de commencer, une petite introduction. Donc, les technologies, avec l'émergence des plateformes comme YouTube, Instagram, Spotify, Substack, Twitch ou encore TikTok et j'en passe, a ouvert la voie à de nouveaux usages qui eux-mêmes ont engendré de nouveaux modèles économiques. Les plateformes aident les créateurs à se faire découvrir, à se constituer une communauté, résolvant le problème de la distribution pour les créateurs. Les créateurs ne sont plus à la merci des grandes sociétés de production qui décident du contenu à produire et de l'audience. L'économie des créateurs a permis également de débloquer une grande variété de moyens de monétiser le travail des créateurs. Cependant, ces plateformes ont également des écueils tant sur les aspects économiques, avec une répartition de la valeur qui est aujourd'hui challengée par de nouveaux acteurs, que sur la capacité à faire émerger de nouveaux talents. Ces innovations ont transformé les créateurs, qui se sont professionnalisés et sont devenus des chefs d'entreprise pouvant employer une équipe pour les assister dans la production de contenu. Le développement de la désintermédiation et du Web3 a fait naître de nouveaux acteurs qui poussent l'ensemble de la chaîne de valeur des ICC à innover, à se réinventer. Mais où se trouve concrètement la disruption et où va la valeur? Nous vous proposons aujourd'hui dans une discussion entre acteurs historiques et nouvelle génération autour de ces innovations. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir ce panel. Je vais peut-être vous laisser vous présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Virginie, je vous en prie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour débattre. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout parce que c'est vaste et tous les sujets sont hyper importants. Donc moi je me présente Virginie Maire, je suis cofondatrice de FRAC et donc on va parler après évidemment de qu'est-ce qu'est FRAC, qui est une nouvelle solution financière pour la creator economy évidemment. Bonjour à tous, merci également pour l'invitation et ravi d'être avec vous tous. Donc Greg Wiwalski, moi je m'occupe de la partie Webedia Creators au sein du groupe Webedia. Webedia Creators, c'est la curation entre guillemets des différents MCN et sociétés d'influence qui ont été reprises par le groupe ces dernières années. Aujourd'hui on a un seul label qui s'appelle Webedia Creators qui regroupe à l'intérieur différentes activités dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis Éléonore Bayot, je suis chef de projet chez Pianity. Pianity, c'est une marketplace où des artistes peuvent transformer leur musique en édition limitée. Et grâce à ce nouvel outil qui est le NFT, ça permet aux artistes d'approfondir leur relation avec leurs fans. Bonjour, je suis Perrine Guillemard, je suis responsable business développement et innovation chez Warner Music France, qui est une société de production de musique. Et qui a été amené à beaucoup réfléchir et beaucoup travailler avec nos artistes, avec l'évolution de la creator economy et des nouvelles technos en général. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on l'a dit en introduction, l'arrivée du streaming, ça a bouleversé les ICC, ça a confirmé des talents, ça a permis de constituer une communauté qui est propriétaire, massive, extrêmement engagée. Il y a eu la plateformisation comme innovation technologique, où tout le monde peut avoir aujourd'hui sa musique qui est diffusée sur une plateforme comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et aujourd'hui, on a le Web3 et les NFT. Peut-être comme chacun d'entre vous dans votre verticale, quelles sont les innovations qui vont le plus impacter et comment vous faites dans chacun de votre domaine pour accompagner ces innovations et rester au cœur de la création? Nous, on a quand même pris une très grosse claque avec l'arrivée du peer-to-peer avant de comprendre que le streaming allait être un usage majeur. La plateformisation a changé beaucoup de choses. Ça a permis effectivement à beaucoup de créateurs de trouver une audience, de créer des contenus plus librement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés parce qu'il y a eu aussi une multiplicité des plateformes. C'est aussi la période où est arrivé le problème de quel modèle économique pour ces créateurs sur ces plateformes-là. Qui finalement sont rémunérés sur la détention et l'utilisation de données personnelles. Et du coup, nous, on est très aussi férus de ce qui va arriver avec le Web3 pour un peu corriger certains modèles imparfaits de justement cette plateformisation et de décentraliser, déconcentrer un peu les audiences. Donc, voilà. Pour rebondir sur le Web3, du coup, chez Pianity, on est au cœur de cette nouvelle technologie qui est le Web3. Et par rapport peut-être aux plateformes de streaming ou aux plateformes de réseaux sociaux, la principale différence avec le Web3, c'est que ça permet d'identifier et de contacter directement des fans. C'est-à-dire que sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, on peut facilement constituer une communauté, une audience
et communiquer à cette audience. Mais les NFT permettent de repérer les vrais fans parmi toute cette audience et par la suite d'approfondir la relation des artistes et fans en leur proposant des expériences exclusives qui sont permises par les NFT. Donc ça chamboule, je dirais, le modèle classique Web 2. Ça le chamboule, mais ça le complète aussi. Donc voilà à peu près sur cette question. Merci. Peut-être Greg. Oui, je vais rebondir du coup sur les deux précédentes. En fait, ce qu'on identifie, c'est qu'il y a deux types finalement de talents. Il y a les talents qui ont déjà une communauté hors des médias sociaux, hors des médias digitaux, notamment dans la musique, c'est vraiment le cas, et qui doivent exploiter, en tout cas être présents sur ces plateformes pour développer leur communauté et l'engagement de leur communauté. Et puis il y a ceux qui sont nés sur ces plateformes, c'est-à-dire qui n'avaient pas de communauté et qui ont créé une économie. Là, on parle de la Creators Economy. Justement, alors je vais faire un petit laïus très, très important au début de cette intervention, c'est qu'on parle d'influenceurs. On parle de créateurs de contenu. Aujourd'hui, on va se placer uniquement sous le signe des créateurs de contenu. Nous, c'est ce qu'on représente et c'est les gens avec qui on travaille. Les influenceurs sont nés sur on va dire, de leur notoriété, nés plutôt de programmes télé, donc dits dans des médias traditionnels et profiter de cette visibilité, on va dire, pour la transformer en communauté digitale. Nous, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le fait de trouver, de scouter, de travailler, de développer avec des gens qui ont une vraie compétence, des vrais talents de développement de contenu en eux-mêmes, de concepts, de formats, d'écriture, d'incarnation et de distribution. Donc les plateformes, vous vous en souvenez tous, quand YouTube est arrivé il y a 15 ans, Virginie a le même historique, il y a 15, je suis désolé, je suis en train de donner ton âge là. Alors, il y a 15 ans, effectivement, on voit naître des plateformes de streaming, de distribution de contenu, et on voit naître des créateurs de contenu. La plupart dans leur chambre, la plupart avec une GoPro, face cam, du texte, et puis finalement ils arrivent à engager des gens, et de là tout part. Tout part puisque derrière, effectivement, d'un pari, souvent à l'époque d'étudiants qui font le pari de se montrer sur Internet et sur des plateformes de streaming, toute une industrie s'est développée. C'est pour ça aussi qu'on est là tous aujourd'hui. Cette industrie assez structurée, mais elle n'a que 15 ans. Et elle continue à structurer avec l'arrivée du Web3 notamment, effectivement, et on continue d'accompagner ces créateurs de contenu. On les accompagne en compétences, on les accompagne en moyens techniques, on les accompagne en ressources, en conseils, et tout ça pour arriver sur des projets de plus en plus ambitieux, de plus en plus successful aussi. Pas plus tard que ce week-end, pour ceux qui ont suivi, on a organisé un match de foot phénoménal à Jean-Bouin, stade plein, et puis surtout 1 150 000 viewers simultanés sur Twitch, donc sur une seule plateforme. Et si on prend ce 1 150 000 viewers sur Twitch, on y rajoute aussi des viewers qu'on avait en Espagne sur YouTube, puisqu'il y avait 2 flux simultanés, on arrive avec des audiences non seulement télé, mais je peux même dire, Chabat samedi soir a fait 1,5 million, mais pas 1 500 000, 1,5 million viewers sur TF1, quand on faisait 1 150 000 sur Twitch. Donc en fait, on se rend compte que les audiences sont fragmentées, qu'elles sont multiplateformes, et que en fait aujourd'hui le grand débat aujourd'hui, c'est d'aller trouver comment aller toucher ces audiences là où elles sont, plutôt que d'essayer de les ramener là où on les veut. Voilà. Alors, je vais en parler puisque maintenant tu as dévoilé qu'il y a 15 ans, effectivement, moi j'étais chez M6 à l'époque, et donc l'émergence de ces nouvelles plateformes que sont YouTube et tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, c'était effectivement une nouvelle page incroyable qui arrivait, qui offrait cette fenêtre d'expression en fait pour tout un tas de créateurs de contenu incroyables, mais également, et tu en parlais en introduction, l'écueil qu'amènent aussi ces plateformes-là, parce que, et tu parlais aussi vis-à-vis de Pianity, de ce rapport qu'on a avec sa communauté, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir avec toutes ces plateformes qui sont complètement centralisées, c'est que finalement, les communautés ne vous appartiennent pas à vous, créateurs, parce qu'elles appartiennent en fait à la plateforme. Du jour au lendemain, si vous êtes banni de cette plateforme, la communauté, elle est perdue. Et ça, c'est vraiment ce que je vois avec le Web3 qui change complètement la donne. C'est que les règles du jeu, parce qu'effectivement, vous avez cette fenêtre d'expression, mais les règles du jeu sont données par la plateforme. Ce qui est normal, on joue dans leur cours de récré. Donc, il y a un moment, il faut qu'on joue avec ces règles-là, sauf qu'en fait, une plateforme qui change son algorithme, une plateforme qui change ses règles de rémunération. Moi, à l'époque, je gérais des youtubeurs. J'avais également créé un multi-channel network, donc un réseau de youtubeurs et de créateurs
du digital. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont vu leurs revenus divisés par 2, 5, 10, parce que les règles avaient changé. Et ça, c'est aussi ce que je vois avec le Web3, c'est de nouvelles opportunités. C'est comment est-ce qu'on peut avoir une répartition aussi qui soit plus équitable, qui soit plus transparente surtout. Et c'est comment est-ce que ces créateurs peuvent un peu plus changer ce rapport de force finalement que d'être comme ça avec les plateformes. Et à mon sens, c'est aussi ce que le Web3 peut apporter en termes de réponse. Et ça va être un virage qui va être assez drastique. Effectivement, Virginie, tu as déjà un peu effleuré la question. Il y a ces innovations. On parle de créateur économie, donc économie, business model. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un changement de paradigme sans un changement dans la valeur et dans la rémunération des artistes et des créateurs. Aujourd'hui, comment vous adressez-vous ces sujets? Et concrètement, quelle répartition est juste aujourd'hui pour un créateur? Enfin, comment on peut la fixer? Comment on combat tout ça? Alors, j'ai juste un chiffre à donner qui me semble important et qui fait vraiment partie justement de la genèse de Frac aujourd'hui. Et c'est un peu mon petit coup de gueule à moi du jour, pardon. Mais c'est que finalement, sur la valeur qui est créée, un créateur, il crée de la valeur. Sur cette valeur créée, il ne reçoit que 6% de cette valeur qui est créée. Tout le reste, ça part à des intermédiaires. Il y a juste un moment où on se dit que tous ces intermédiaires, je ne dis pas qu'ils servent à rien, je dis que c'est peut-être pas complètement équitable parce qu'un créateur, pour créer, il a besoin de financement. Pour avoir ces financements, il a besoin d'avoir ses audiences. L'équation, elle est là. Elle est d'avoir un bon contenu, de trouver son public et donc ensuite d'avoir un modèle économique qui puisse se créer pour que le créateur puisse faire ce qu'il fait de mieux, créer. Mais pour ça, il a besoin de financement parce que créer du contenu, ça coûte cher. Parce que tu parlais d'accompagner ces créateurs pour leur donner des moyens de production, pour leur donner des moyens, le cadre en fait, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font de mieux et non pas d'aller chercher des financements sans arrêt. C'est comment est-ce que cette valeur qui est créée, cette valeur qui est captée, comment est-ce qu'on peut la redistribuer de manière équitable entre ceux qui la créent. Et alors, à mon sens, c'est aussi les communautés participent aussi à cette valeur qui est produite, parce que sans ces audiences, finalement, cette création, elle n'a pas évidemment la même valeur. La valeur, elle est... et tous les créateurs remercient, que ce soit des créateurs sur les réseaux sociaux, sur scène, sur n'importe quel créateur remercie toujours son public, parce que c'est grâce au public qu'un créateur existe. C'est parce qu'il y a ce public fidèle qui le suit, qui l'encourage, qui le regarde. Regarder une vidéo YouTube, c'est donner de la puissance, donner de la valeur en fait à ce contenu. Et donc, à mon sens, une fois encore, pour reprendre cette équation, vraiment les acteurs importants dans cette équation, ce sont les créateurs et leurs utilisateurs et leur communauté. Et donc, c'est comment est-ce que, grâce au Web3, on arrive vraiment à reconnecter complètement et à créer ce modèle économique pour pouvoir redistribuer de manière équitable cette valeur entre les créateurs, mais aussi leurs utilisateurs qui participent activement à la création de valeur. Je vais rebondir sur tes propos très pertinents et compléter avec quelques chiffres dans le domaine de la musique. Aujourd'hui, il y a 97% des artistes sur Spotify qui gagnent moins de 1 000 € par an. Pour mettre ça en perspective, il y a 20 ans, pour faire 1 000 €, un artiste avait besoin de vendre 1 000 albums. Aujourd'hui, en stream, c'est 3 millions de streams. Donc, c'est des échelles qui sont totalement différentes. Et ce que permet le Web3, c'est de redonner de la valeur à la création artistique et aux créateurs derrière. Parce que finalement, avoir de la musique qui est disponible pour tout le monde, où qu'on soit, pour un tarif très, très raisonnable, la conséquence, c'est que la musique devient une commodité. Et donc, grâce au Web3, on peut redonner de la valeur à tout cet environnement. Et comme le disait Virginie, ça permet d'être en lien direct avec les fans, de créer des expériences qui ont un sens pour ces vrais fans.
et en attachant à des NFT par exemple des contenus exclusifs. Donc tout ça, ça permet aussi de se détacher des standards de l'industrie classique et de pouvoir proposer de nouveaux formats innovants qui correspondent au projet de l'artiste et à ce qu'il veut communiquer à sa communauté. Pour rebondir sur la première partie, en fait, ce que je trouve intéressant, et je n'avais peut-être pas réalisé ça avant, on est hyper chanceux d'un point de vue maison de disques, parce qu'en fait, avec l'arrivée de tous les nouveaux médias, les créateurs de contenu ont utilisé de la musique. Et donc nous, la première innovation a été de comprendre quels étaient ces usages en médias et quel type de deal on allait mettre en place avec Snapchat, Facebook ou TikTok. Et il s'est avéré en plus, notamment sur les plateformes comme TikTok, qu'il y avait beaucoup de répétitions parce qu'il y avait des challenges, il y avait beaucoup d'utilisation. Et donc ça faisait un peu le même travail que les radios et la télé. Et donc in fine, même si les artistes ont voulu aller sur ces réseaux qui ne comprenaient pas toujours bien et qui ont été des défis pour eux, dans tous les cas, eux, leur modèle économique, finalement, il est préservé et il va être renforcé par cet écosystème. Donc en ça, on est hyper chanceux. Pour la partie stream, c'est là où le débat s'ouvre et je ne suis pas forcément totalement d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a des gros chiffres, oui, on sait que le modèle du stream est imparfait. Après, le modèle du stream, il a été créé il y a de nombreuses années avec une économie donnée. Il y a des débats tout le temps sur comment il faudrait le réinventer et pourquoi ça ne bouge pas assez vite. Parce qu'il faut du temps, comprendre, analyser et qu'on ne va pas remettre en jeu tout un système qui existe déjà, qui est imparfait, mais qui quand même permet à des artistes de vivre et de jeter tout à la poubelle du jour au lendemain. Le Web3, pour moi, ça peut répondre et aider certains artistes, mais en fait, c'est un revenu additionnel, ça ne cannibalise pas. N'importe quel artiste, on va essayer de regarder, est-ce que c'est par le live qu'il va mieux se développer? Est-ce qu'il va être important qu'il vende du merch? Est-ce qu'il va devoir faire des partenariats avec du gaming, développer de la synchro? En fait, tout est un écosystème. Et oui, l'engagement de communauté est hyper important, mais pour nous, on ne veut pas et on ne fera pas une opposition entre ces business models. Ce serait trop dangereux et on pense qu'il y a une économie vraiment dans un écosystème et qui a toujours fonctionné comme ça. Et que c'est à nous de nous adapter. En revanche, le souhait et le vœu qu'on a, c'est parce qu'on va engager des communautés grâce au Web3 avec des acteurs comme vous. Les artistes vont être propriétaires de leur communauté, loin des plateformes centralisées. Que demain, s'ils s'en vont par exemple de chez Warner, ils seront propriétaires de leur plateforme, de leur communauté. Et en ça, c'est très vertueux. Et que peut-être parce qu'on a identifié effectivement les fans les plus engagés, alors ils vont mieux vivre parce que vraiment le cœur de leur fanbase est là et ils vont vouloir les soutenir financièrement parce qu'ils vont être rewardés et parce qu'il va y avoir quelque chose de plus direct. Et que peut-être que des genres musicaux, si je prends un extrême, c'est le classique, en stream, que le titre fasse 3 minutes ou qu'il en fasse 40, la rémunération est la même. Il ne peut pas se retrouver dans ce modèle économique. Il y a même la variété française qui a du mal des fois à s'y retrouver. Peut-être que dans ces cas-là, le Web3 va permettre à l'émergence et le développement encore d'autres genres un peu plus en marge des grands genres consommés, notamment sur les plateformes de stream, qui sont en effet aussi imparfaits là-dedans. Mais n'oubliez pas aussi que il y a des contenus à foison, que ce soit musicaux ou autres, et qu'il faut aussi les aider à exister, à émerger là-dedans, et que tout ne se fera pas malheureusement juste par la techno. Yes. Toi, Greg, peut-être tu es un peu moins sur ces problématiques, sur ces sujets, ces enjeux Web3, tu es plus sur justement pour augmenter la valeur, ou en tout cas animer la communauté, plus ces touchpoints. C'est ça qui va un petit peu dans l'offre. Oui, absolument. En fait, là, effectivement, encore une fois, on reprend ce que je disais tout à l'heure. On parle d'artistes qui ont, notamment dans la musique, encore une fois, qui avaient une industrie existante depuis 50, 100 ans et qui a juste évolué. Qui a juste évolué, effectivement, avec les plateformes de streaming et le Web3. Nous, en fait, et chez Webedia particulièrement, avec ces fameux créateurs de contenu dont je parlais tout à l'heure, on a dû créer cette industrie, on a dû créer cette économie, c'est-à-dire qu'en fait il a fallu la financer. Effectivement, donc le financement, c'est par un intermédiaire qu'on est nous-mêmes, puisqu'on a dû financer effectivement les équipes techniques, les ressources, les plateaux, les studios, les auteurs, etc., etc. Et derrière, il a fallu financer ce que nous on finançait en allant chercher des marques. Donc on a créé cette économie du brand content, si on l'appelle très traditionnellement brand content. Et aujourd'hui, c'est une économie conséquente qui fait partie, on va dire, du day-to-day pour toutes les agences médias, pour toutes les marques, il inclut dans toute leur stratégie. Donc on a vraiment développé cette industrie. Donc d'abord, on a créé de la valeur. Ensuite, on parle du partage de cette valeur. Le partage de cette valeur, aujourd'hui, pour un créateur de contenu, il part de la création de son contenu, effectivement, et ce que nous, on appelle les revenus automatiques. Les revenus automatiques, c'est effectivement les MCN qui aujourd'hui récupèrent les contenus, en tout cas les audiences, les AdSense générés par les plateformes Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, maintenant qui commencent également.
Et à terme, ces revenus, enfin au démarrage des MCN d'ailleurs, Virginie, on prenait une grosse partie de ces revenus. J'ai toujours pris 0. Et bien aujourd'hui, on prend tous 0. Donc tu vois, c'est toi qui as donné l'exemple. Donc en tout cas, les MCN historiques qui prenaient beaucoup ont tous disparu. Normal. Voilà. Donc, Ils ne créaient pas de valeur. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, on s'est totalement aligné sur ces modèles effectivement à 0 parce qu'on considère que le contenu créé par le talent, même si on l'a accompagné, on n'est pas propriétaire des masters, si on parle de musique, donc on n'a pas à toucher quoi que ce soit là-dessus. Par contre, quand on va effectivement développer le business model, qu'on va aller chercher des marques, qu'on va aller financer des projets et des événements aussi gros soit-il, là effectivement notre valeur, ça peut être celle d'une régie traditionnelle, ça peut être celle effectivement d'un producteur aussi ou coproducteur. Aujourd'hui on se positionne de plus en plus comme des coproducteurs de format, donc on va développer avec eux, on va prendre le risque financier et ensuite on partagera éventuellement les gains. Mais on se positionne vraiment encore une fois dans le faire vis-à-vis du talent, c'est-à-dire il a ses médias, et donc c'est des médias eux-mêmes, il a son audience, sa communauté, et donc il génère ses propres revenus. Et nous, c'est ce qu'on va aller chercher on top, c'est ce qu'on va aller chercher en plus qu'on va vouloir partager. Mais encore une fois, tout en créant un nouveau business. Dernièrement, ce qu'on appelle la multiplateformisation, c'est, nous, en tout cas chez Webedia, on est né très YouTube-centrique, c'est-à-dire qu'on allait chercher effectivement des YouTubeurs. Après, Instagram est né, on a commencé à faire d'Instagram, etc., etc. Mais aujourd'hui, le vrai modèle, c'est de pouvoir dire qu'effectivement, un talent ne peut pas être dépendant d'une seule plateforme. Le problème, c'est que certains de ces talents ne portent pas forcément d'intérêt aux autres plateformes, ou n'ont ni l'envie ou la ressource pour le faire. Donc là aussi, on va continuer à les accompagner. Un YouTuber aujourd'hui, son catalogue, son contenu, son stock qu'il a créé depuis 1, 5, 10 ans, ça a une valeur. Et cette valeur, aujourd'hui, elle était dormante finalement chez YouTube. Et YouTube le monétisait. Il touchait effectivement une grosse partie, puisque YouTube prend une grosse partie, mais les autres plateformes n'avaient pas encore bénéficié de ces contenus. Donc nous, notre métier aujourd'hui, c'est on continue, pareil, à proposer aux talents de nous confier ce catalogue pour l'amener sur les autres plateformes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On crée des revenus nouveaux, qui n'étaient pas en tout cas prévus chez le créateur. On crée des nouvelles audiences, parce que pareil, quand j'amène des contenus de YouTubeurs sur Snapchat, finalement, il va toucher une nouvelle audience, qui n'est pas forcément celle qui le suivait sur Snapchat. Donc, on va créer des nouvelles audiences autour de lui, et donc créer des communautés par plateforme. Et la multiplateformisation, c'est aussi notre rôle, encore une fois, en tant qu'intermédiaire, de pouvoir aller chercher des revenus là où ils sont, sur les différentes plateformes, en amenant leur contenu. Yes, merci. Pardon, Perrine. Et du coup, est-ce que je peux faire le parallèle que je faisais tout à l'heure quand on échangeait? C'est que nous, on a un artiste qui s'appelle Kinvé, qui à un moment avait une carrière qui n'atteignait plus ce qu'il voulait. Il a dû annuler une tournée. Et c'est arrivé au moment où on commençait à s'intéresser, nous, à TikTok de manière plus proche. Et on dit, bon, bah, tu sais quoi, on va essayer, on va t'accompagner, on va parler avec les équipes de TikTok. Et en fait, il a rencontré une communauté et il a trouvé le ton de la plateforme qui lui correspondait parfaitement. 3 ans après, il a eu 1 million d'abonnés par an qui se sont rajoutés. Il a eu des titres qui ont explosé, il a ressorti des albums et il a redétourné complète. Et donc en ça, c'est aussi notre rôle, et on trouvait qu'il y avait des parallèles d'intermédiaires, d'accompagner ces créateurs quels qu'ils soient pour qu'ils comprennent ces usages quand ça a du sens et renouvellent et développent leur carrière de cette manière-là. Donc on a vu qu'effectivement, pour qu'un créateur puisse émerger dans cette créateur économie, il faut effectivement un axe sur le contenu, vous l'accompagnez. Mais aujourd'hui, on a l'impression quand même que les plateformes, en tout cas certaines, ne favorisent pas l'émergence de nouveaux créateurs. Et aujourd'hui, comment on peut pallier à ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, on parle tous de communauté, mais il faut se la construire. Donc comment on fait pour faire émerger? Comment un créateur fait pour émerger demain dans un business model historique ou dans les nouveaux, selon vous? J'ai toujours cru beaucoup dans la culture, mais ça, la culture au sens large, que ce soit un YouTuber, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, quelle qu'elle soit, au bouche à oreille. C'est tout bête, et c'est quelque chose qu'on valorise pas et qu'on n'est pas capable, en fait, aujourd'hui, d'inclure vraiment dans un plan de promotion, marketing, avec des... Donc comment est-ce qu'on arrive, parce qu'on sait bien que ce pouvoir de prescription, il est clé dans la viralité. J'aime pas trop ce terme-là, parce que l'idée, c'est pas de faire un buzz, c'est vraiment d'avoir ce pouvoir de conseiller son entourage, ses amis, sa famille, enfin bref, tout le monde qui nous entoure, de « t'as vu la dernière vidéo de machin sur YouTube, t'as écouté le dernier titre de Kinvé qui vient de sortir, t'as lu le dernier bouquin, tu pars en vacances, je te le conseille vraiment, prends-le dans ta valise ». Ce pouvoir de prescription, il est hyper
hyper important, il est vraiment clé en fait dans comment est-ce qu'on va un contenu, comment est-ce qu'il va être voilà, ce bouche à oreille, comment est-ce qu'on va en parler. Et ça, c'est voilà, typiquement, nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris dans l'écosystème de Frac qu'on crée aujourd'hui, dans cette solution financière. C'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir encore plus favoriser ça et encourager en fait ce bouche à oreille, et donc que ça rentre vraiment dans le fait d'embarquer la communauté et donc de récompenser la communauté pour ce bouche à oreille aussi, parce que on estime que c'est vraiment quelque chose de clé dans le contenu. Donc voilà, donc c'est un élément de réponse. Je dis pas que c'est évidemment le seul, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a des vrais enjeux sur ces aspects-là. Je pense qu'effectivement, c'est une partie de la réponse. Il y en a en fait tellement d'autres. Parce que oui, il y a des best practices, oui, il y a des choses à faire, des do's et don'ts, etc., etc. Nous, ce qui est certain, c'est que ce qu'on identifie, je pense, alors là, c'est pareil dans la musique, s'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de succès. Il peut y avoir un buzz, oui, une viralité, à un moment donné, un instant T, mais on ne crée pas une communauté autour d'un buzz. Et aujourd'hui, ce qui compte, ce qui est au cœur de tout, c'est le talent et donc le contenu qu'on sort pas avec le talent, que ce soit de la musique, que ce soit un sketch humoristique, que ce soit un événement, etc., etc. Et à partir de là, une fois qu'on identifie ça, nous, alors je ne donnerai pas de nom évidemment, mais on a de temps en temps des personnalités de la société bien connues qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux devenir youtubeur ». Ou je veux devenir millionnaire sur Insta, ou sur Facebook, ou sur Snapchat, etc. Je parle en abonnés. Et la réponse qu'on a à ça, c'est malheureusement, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que ce n'est pas une question d'algorithme, c'est pas une question de... S'il y avait une recette magique, tout le monde le ferait. Alors on va dire, oui, il y a beaucoup de créateurs de contenu et il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'abonnés. C'est vrai et c'est pas vrai. Aujourd'hui, encore une fois, la réponse qu'on donne aux gens qui viennent nous voir en nous disant ça coûte combien de devenir millionnaire sur YouTube, sur Insta, etc., et ben ça coûte beaucoup de travail. Ça coûte beaucoup de travail parce qu'encore une fois, il n'y a pas de secret. Le mythe du youtubeur dans sa chambre qui se lève et qui fait une vidéo qui fait 10 millions de vues, c'est faux. C'est faux. Chaque vidéo, c'est énormément de boulot, c'est énormément de prépa, c'est de la pré-prod, c'est de la prod, c'est de la post-prod, c'est de l'écriture. Et donc tout ça, encore une fois, c'est du travail. Donc une autre partie de la réponse, c'est le talent et le travail. J'espérais que tu avais la recette, ça m'arrangerait bien. Je pense que nous, on est encore sur des moyens quelque part traditionnels parce que, encore une fois, la musique, elle est présente sur toutes ces plateformes parce que les gens veulent travailler avec dans la création de contenu. Du coup, on va pouvoir discuter avec les équipes éditoriales des plateformes pour essayer d'accompagner eux-mêmes leurs propres initiatives ou de travailler avec les talents. On fait beaucoup de travailler avec des créateurs pour qu'il y ait un peu une perméabilité en fait, entre les deux mondes. Mais après, à la fin de la journée, il faut que l'audience rencontre le talent et c'est aussi en expérimentant sur les diverses plateformes jusqu'à en gros trouver le bon ton, la bonne audience. Nous, côté Web3 sur Pianity, on travaille avec des artistes qui sont déjà établis, mais aussi avec des artistes émergents qui se cherchent une communauté. Et là où le NFT est intéressant parce que c'est un outil qui permet de faire les deux. Et pour répondre plus précisément à comment construire une communauté grâce aux NFT, en interne chez Pianity, on a plusieurs fonctionnalités diverses et l'une d'elles, c'est ce qu'on appelle des bounties. Et l'idée derrière, c'est qu'un artiste puisse proposer à ses fans des NFT cadeaux. C'est lui qui choisit comment il les distribue. Ça peut être sur ses réseaux sociaux, ça peut être à l'intérieur d'un vinyle, ça peut être pendant des soirées où la seule manière d'aller chercher ce NFT, c'est de le flasher. Et ça, en fait, ça permet à l'artiste de commencer à évangéliser sa communauté sur pourquoi il fait des NFT, quel est l'intérêt pour lui en tant qu'artiste. Et donc ça, c'est un très très bon outil pour commencer à construire sa communauté dans le Web3. Il y en a d'autres, c'est une très très vaste question. Aujourd'hui, autant Perrine et Greg, vous évoquez le fait d'être multiplateforme. Est-ce que Pianity, demain, c'est une plateforme en fait, qui va reprendre ce rôle qu'a Spotify aujourd'hui, ou au contraire, on se dit que la communauté et le Web3, c'est des choses qu'on peut bouger et c'est ça qui va un peu pallier ce sujet. Et peut-être avec Frac, c'est peut-être sur du financement, mais...
En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de replatformiser quelque chose qui aujourd'hui, via les communautés, et c'est le rôle de Pianity qui en a... C'est parfaitement complémentaire. L'idée, c'est pas de cannibaliser les autres acteurs. On travaille main dans la main avec les autres acteurs également. C'est juste de proposer un nouvel outil qui permette de pouvoir capter les fans les plus engagés et du coup de leur parler directement plutôt que de parler à l'ensemble de l'audience, où dans cette audience, il va y avoir des gens qui seront vraiment de super fans de l'artiste ou du créateur et d'autres qui, au contraire, l'auront suivi une fois mais ne chercheront pas à participer à son projet artistique et à supporter l'artiste en question. Alors, nous, c'est complètement décentralisé. Puisque c'est un outil de financement, en l'occurrence, cette solution financière, elle permet vraiment aux créateurs et aux utilisateurs d'être rémunérés finalement pour l'usage du contenu. Parce que, comme je le disais, pour nous, ce qui est important, c'est que vraiment, on regarde l'engagement qu'on va avoir sur le contenu. Donc, cette consommation du contenu, c'est ce qui crée de la valeur, c'est ce qui donne de la force finalement, ce succès qu'on donne au contenu, au dit contenu. Donc, en fait, cette solution financière qui est plus un produit financier, on permet finalement aux communautés d'investir sous l'achat de fractions avec différents taux de rendement, sur les différentes fractions. Donc il y a de common à gold, diamond, machin, bref, avec différents niveaux de rendement. Et donc ça va leur permettre d'avoir vraiment un reward finalement sur comment est-ce que tu as consommé ce contenu-là, parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait de spéculation sur les contenus, de se dire ah bah oui, bah moi je vais investir sur tel youtubeur ou tel chanteur parce que voilà, il a la cote, donc je sais que ça va fonctionner. Il ne donne pas de valeur finalement à ce contenu-là puisqu'il ne le consomme pas. Donc nous, ce qui est vraiment important dans le modèle, c'est qu'il consomme réellement ce contenu, c'est qu'il en parle autour de lui. Donc comme je disais, le bouche à oreille, c'est vraiment quelque chose de clé, on pense, dans ce modèle-là. Et donc c'est vraiment tout ce qui va faire qu'on va être engagé sur ce contenu-là et donc d'être récompensé pour cet engagement. Et du coup de capter cette valeur. Donc nous en fait ça nous permet de capter cette valeur, donc la data de consommation, et de la redistribuer de manière équitable entre les créateurs et les utilisateurs. Donc la solution sort là le 13 décembre, sort d'abord sur YouTube. Et voilà, évidemment, je suis aussi fondatrice de Cybelle sur le podcast, donc évidemment qu'on plug aussi Cybelle. Et donc, c'est tout bête, hein, comment est-ce que ça se concrétise? C'est par une extension, donc l'extension étant sur le browser de son ordinateur, et donc pour pouvoir suivre cette data de consommation, et donc pour pouvoir redistribuer cette valeur une fois que la data elle est connue, on va aller la redistribuer. Juste pour compléter ce que tu disais très bien, je crois pas que tu auras de plateformisation avec des marketplaces. Parce qu'en fait, bon, alors sauf peut-être OpenSea, mais en gros, pourquoi on va sur une plateforme de stream? On paye pour un usage. C'est une médiathèque, on écoute tout ce qu'on veut à l'infini. C'est pas pour aller, entre guillemets, rémunérer tel artiste en particulier. Et c'est un des sujets et des débats autour du modèle du stream. Alors qu'à l'inverse, je vais aller sur Pianity pour être sûr que le NFT audio que j'achète, l'argent que j'ai payé, ça va soutenir mon artiste et en plus je vais écouter. Et les NFT, ils auront du sens qu'à partir du moment où ils apportent des rewards, et c'est des allers-retours entre le monde réel et en tout cas partout où la communauté de l'artiste se retrouve. Est-ce qu'il va sur Discord? Est-ce qu'il va faire des concerts où on va pouvoir être invité? Est-ce qu'on va pouvoir aller aux balances? Et donc, si c'est bien fait, il n'y aura pas de plateformisation. C'est très clair. Donc aujourd'hui, on a vu que le Web3, c'était l'engagement des communautés, c'était du reward pour cet engagement, que ce soit par des utilités ou du reward financier. Même pour bien décorréler les choses, parce que l'actualité fait quand même que aujourd'hui le volet crypto est un peu chahuté. Est-ce que on n'a pas dans l'usage, dans l'adoption, où est-ce que vous en êtes et comment vous percevez en fait ces évolutions de marché avec cette économie-là? Enfin, avec ce que vous proposez en termes de Web3 justement et qui peut être un peu parfois corrélé. Mais quelle bonne nouvelle que ça se casse la figure. Alors peut-être pas FTX parce que du coup ça commence vraiment à faire peur aux gens, mais on s'en fout, c'est un exchange. En gros, les gens qui ont peur, c'est parce qu'aussi ils comprennent pas, parce qu'ils ont l'impression que c'est très compliqué et qu'on aime bien utiliser plein d'acronymes que personne ne connaît pour avoir l'air sachant, mais en fait c'est super simple quand on l'explique à des gens.
ça va vider les marchés de tout ce qui est très spéculatif, et je crois que tous nous quatre, c'est ce dont on n'a pas envie, on veut que ça ait du sens. Et donc ça va aider. Après, il faut faire en sorte que les choses aient de la valeur et que le reward soit compris assez vite. On n'est pas obligé de faire des NFT payants. On n'est pas obligé de réfléchir à une économie d'une sortie de NFT. Et pour moi, le PNL, il est à très long terme sur l'engagement et la monétisation avec la communauté à long terme. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, alors heureusement que ça se casse la gueule. Je suis assez d'accord. Il y a eu beaucoup. Non, mais il y a eu cette espèce de grosse bulle, justement très spéculative sur plein de choses. Mais comme j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a le Web 2, on a aussi eu une bulle spéculative à l'époque. Alors bon, c'est une époque, c'est une autre époque. Mais voilà, finalement, on a toujours un peu sur ces démarrages. C'est un peu le Far West et oui, je suis assez d'accord, il y a un moment il faut un peu remettre de l'ordre dans tout ça pour justement retirer toute la spéculation, pour retirer... Alors FTX c'est encore un cas particulier, c'est qu'on se retrouve quand même avec un fondateur qui a clairement volé dans la caisse, donc enfin voilà, et or le Web3 justement c'est complètement à l'encontre de ça, dans la mesure où tout est super transparent et donc après ça dépend comment est-ce qu'on met les garde-fous qui vont bien pour pouvoir suivre ça, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas ce genre de voilà, ouais, non mais où ça puisse partir comme ça, et où effectivement il y a de la défiance, mais moi je suis hyper d'accord sur le fait de dire aujourd'hui le Web3, on est en train d'essayer de l'expliquer avec plein de mots hyper compliqués, plein de mots, enfin un nouveau vocable en tout cas qui est pas celui de tous les jours, mais finalement est-ce qu'il y a beaucoup de codeurs dans la salle? Est-ce que le Web 2 vous savez coder et faire des algorithmes? On se pose pas la question. Mais tu es seule. Désolée. Mais enfin, je veux dire, on ne se pose pas la question tous les jours de savoir comment c'est fait telle ou telle plateforme et comment ça fonctionne en fait derrière ça. Et donc le Web3 finalement, ça va être pareil. On va s'en servir parce que ça va faire juste partie de notre quotidien, parce que ça va justement permettre de faire plein de nouvelles choses, comme à l'arrivée du Web2, ça nous a permis de faire plein de nouvelles choses sans vraiment finalement aller obligatoirement les mains dans le cambouis pour savoir derrière comment c'est fait. Yes, mais il y a ce travail quand même de pédagogie à faire, que Bien ce soit sûr, au niveau des qui est créateurs ou des collectionneurs, des auditeurs. Et ça aujourd'hui, c'est qui prend ce rôle-là? Parce qu'un créateur dit je veux entrer dans le Web3 demain. Qui l'accompagne concrètement? Comment on a des plateformes ou des outils de confiance par rapport à ça? Est-ce que c'est votre rôle? Et à quel terme et dans quelle maturité on peut penser que c'est quelque chose qui va devenir un peu de l'usage, de tous? Ouais, je pense que c'est notre rôle sur ce point de transparence. Et ça, je pense que c'est vraiment clé aussi pour avoir des points de réassurance, pour à partir du moment où on est complètement transparent sur ce qu'on est en train de faire. Typiquement, Frag, vous pouvez retrouver le code, il est public, le white paper est public, enfin voilà, tout est public et entièrement donné à la communauté. Donc il y a cet effort, oui, qui est complètement à l'encontre de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici sur des plateformes complètement centralisées, où c'était très centralisé, complètement opaque. Aujourd'hui, le Web3, c'est de jouer cette transparence-là, justement, pour éviter ce genre de problématiques. Nous, on éduque tous les jours. On a commencé par éduquer la maison, que ce soit du juridique à la compta, qu'on n'a pas fini d'éduquer, on n'est pas sûr d'avoir encore toutes les réponses. Mais en fait, si les gens qui sont en contact des artistes ne comprennent pas de quoi on parle, ça ne va pas les aider. Quand un artiste vient nous voir en disant « Bonjour, je veux faire un NFT », on fait « Marche arrière, pourquoi tu veux faire un NFT ?» Quelle est l'idée, la démarche derrière? Ce matin, j'étais encore en train de former notre tourneur en disant voilà, est-ce que c'est qu'un token, une blockchain? Je pense qu'on a un rôle d'éducation en interne. On a un rôle aussi une exigence dans les cas qu'on va lancer pour qu'ils soient sains, que les partenaires qu'on choisit soient assez simples aussi de prise en main, parce qu'il y en a qui font les choses très simplement et il n'y a pas besoin des fois d'avoir toutes les complications que malheureusement le Web3 au début peut engendrer pour créer un wallet, etc. Et voilà, il y a des manières de le faire très simple. Et nous, on va jusqu'à décommander des modèles, pas des acteurs, mais des modèles qui choisissent, où justement, il y a des logiques de tokens qui se rapprochent beaucoup trop d'actifs financiers.
où la législation et la réglementation n'est pas encore là à 100% et pourtant qui est nécessaire. Et on ne veut pas que nos artistes prennent le risque, ou le jour où ça générera de l'argent, l'autorité des marchés financiers l'aura à la main. Là-dessus, on a été très vigilant, et si, au-delà des utilités que ça confère, à la fin, le token, il n'a qu'une valeur spéculative et financière, de dire, en fait, nous, ce n'est pas les cas qu'on veut démontrer, vous serez porteur de risque, on vous déconseille de le faire, et voilà pourquoi. Toi, peut-être pour faire un pas de retrait sur du Web3, donc on a vu qu'il fallait éduquer, enfin, fallait en tout cas accompagner les créateurs sur ces problématiques Web3. Toi, Greg, c'est moins les problématiques Web3, mais comment cette notion d'accompagnement des créateurs, elle est prise en compte chez Webedia Creators? C'est une amalgame un petit peu de tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce devoir d'éducation, ça c'est certain, et il nous revient à nous, et c'est à nous d'expliquer, de les prendre par la main, de leur montrer qu'effectivement, il n'y a rien d'effrayant, et donc il faut expliquer les choses plus simplement. Le problème qu'on a en fait, c'est qu'on fait face un peu à un Far West actuel. Effectivement, ça me rappelle, parce que je suis plus ancien, le lancement des 118 à l'époque, ou des salles de poker en ligne à l'époque où c'était le lancement, enfin en tout cas l'officialisation et la régulation. Aujourd'hui, les talents, les acteurs, les créateurs de contenu sont attaqués de toutes parts par des dizaines, voire centaines de projets NFT, crypto, metaverse, sans avoir vraiment, alors avec des modèles en plus différents les uns des autres, des exclusivités, des non-exclusivités, des trading cards, des gaming cards, des collectibles, avec utility, sans utility, etc. Donc en fait aujourd'hui ils se perdent dans tout ça. Et la conclusion c'est qu'ils sont très méfiants. Ils sont très méfiants parce qu'en fait leur communauté aujourd'hui savent très bien, enfin il y a une transparence qui existe quand même sur les communautés savent à peu près combien gagnent leurs créateurs préférés parce qu'il n'y a pas de secret et c'est aujourd'hui quand même une économie qui tourne. Et donc ces créateurs de contenu aujourd'hui, quand on leur propose ou quand on les approche sur le sujet Web3, NFT, Metaverse, etc., ils ont cette crainte de faire le mauvais choix, d'aller sur le mauvais cheval, de se planter sur avec qui ils vont travailler. Donc là, on revient sur l'acteur plutôt. Mais effectivement, avant même de parler d'acteur, il faut parler de c'est quoi la stratégie, pourquoi j'y vais, comment j'y vais et qu'est-ce que j'y fais. Nous, encore une fois, on a lancé un label Webedia 3 récemment justement pour étudier tous les aspects du Web 3 et on teste tous les aspects du Web 3 pour nos créateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur dira que ce qu'on sait et que ce qu'on connaît. Et à partir de là, on a nos premiers essais successful. Là, on vient de lancer avec Inoxtag, un de nos créateurs, un serveur Minecraft. Alors c'est le début d'eux, mais un créateur de contenu, youtubeur à la base, qui lance son propre serveur Minecraft, c'est un pas en avant. C'est une nouveauté, c'est quelque chose effectivement qu'il avait mais profondément envie de faire, et on peut l'accompagner là-dessus. À côté de ça, encore une fois, on a plein d'initiatives diverses et variées qui ne demandent qu'à émerger, mais on va devoir faire le choix, et on va devoir faire le tri, et c'est notre boulot vis-à-vis d'eux. C'est très clair. Je ne sais pas si ça peut être un peu le mot de conclusion en tout cas, mais c'est qu'aujourd'hui il y a effectivement de nouveaux business models, un nouveau moyen d'engager la communauté. Simplement, on a toujours besoin d'accompagnement et aujourd'hui c'est le rôle que vous pouvez jouer collectivement et de transparence. C'est un petit peu ça. Et l'authenticité. Il nous reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si on peut prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Pardon, je suis désolé. Léonore, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Peut-être juste pour compléter, yes. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis sûr qu'il y a une question. Est-ce que vous avez quelques questions dans la salle? Non, mais c'est qu'on a été hyper exhaustif et hyper clair. Mais dans les exemples d'éducation, il y a la SACEM qui est là, qui a lancé un NFT gratuit pour essayer d'éduquer les sociétaires et tous les gens dans l'écosystème. Et je trouve que c'est aussi courageux de la part des institutions de se lancer sur des sujets qui ne sont pas simples. Exactement. Bravo la SACEM. Et merci à tous d'avoir suivi cette table ronde et à très bientôt. Merci. Merci.